Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des bases du Grimport, donc tout ce qui est variable, syntaxe, donc comment est-ce qu'on fait pour manipuler des variables, manipuler des strings, ce genre de choses. Alors du coup, je vais travailler là, je vais créer un nouveau script sur du coup le site que j'ai interfacé dans la dernière vidéo, mais je suis pas obligé là pour le coup, je pourrais très bien faire ça dans les scripts locaux. Voilà. Bon là je vais le faire sur le site PrestaShop que j'ai créé. Hop, alors je crée un nouveau script. Voilà, donc là, vous voyez, il y a une petite attente parce que il se crée du coup sur le site internet. Hop, voilà, et je vais mettre test. Voilà. Et une fois que donc j'ai enregistré le script, vous allez voir qu'il va apparaître du coup sur la gauche. Et en fait, il sera enregistré du coup sur le site PrestaShop. Voilà. Et donc, si je veux le resélectionner, je clique dessus. Voilà, là, je peux supprimer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour manipuler des variables du coup en Grimport? Donc l'idée de base, c'est comme pour tous les autres langages de programmation, vous pouvez manipuler des variables qui sont en fait comme des espèces de boîtes dans lesquelles vous allez mettre des données. Donc par exemple ici, là, je vais appeler cette variable ma boîte, voilà, et je vais mettre dedans, je ne sais pas, par exemple, allez, chiffon. Hop. Voilà, j'ai mis des chiffons dans ma boîte en quelque sorte. Voilà. Donc là, je viens de mettre du coup une chaîne de texte, ce qu'on appelle un string, dans cette variable-là. Voilà. Si jamais je veux l'afficher, je peux utiliser une fonction. Et donc là, ici, j'écris du coup dans le paramètre message ma boîte, voilà, pour l'afficher. Là, j'ai d'autres paramètres. Ça, c'est pour du coup, alors pour ça, je peux le voir sur la documentation, hein. Ce paramètre ici, là, qui est donc un booléen qui par défaut est false, il me dit que donc je peux afficher ce texte, mais faire le console, mais sans mettre un saut de ligne. Voilà, parce que par défaut, il y a un saut de ligne à la fin. C'est-à-dire que si je mets plusieurs consoles, les unes à la suite des autres, ben, ils vont être sur des lignes différentes. Tandis que si je mets ce paramètre à true, ils vont être mis les uns à la suite des autres. Voilà. Puis ça, c'est pour afficher du coup le numéro du thread. Bon, ce sont des paramètres du coup de la fonction dont je n'ai pas besoin. Et du coup, sur les fonctions Grimport, vous voyez que les arguments qui commencent ici par un underscore sont des arguments qui sont facultatifs. Voilà. Donc là, message est obligatoire parce que forcément, il va falloir que je mette un message. Et les autres ici, là, donc, sont facultatifs. Voilà. Donc je peux les enlever. Voilà. Et là maintenant, je vais lancer mon script. Du coup, je vais le lancer ici. Voilà. Là, du coup, le script va se lancer. Et voilà, j'ai affiché du coup la variable chiffon. C'est normal parce que j'ai affiché du coup la variable ma boîte et la variable ma boîte contient chiffon. Voilà. Du coup, ça, c'est entre guillemets remplacé par ça. Voilà. Ces deux choses sont totalement équivalentes. Voilà. Parce que du coup, quand on fait référence à ma boîte, donc à une variable, on fait référence à son contenu, à sa valeur. Voilà. Je vais pouvoir aussi transformer cette variable en cours de route. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets, je ne sais pas, pantoufle, ça ne s'écrit pas comme ça. Hop. Voilà, si je mets des pantoufles à la place des chiffons, eh bien, ça veut dire que du coup, cette variable-là va écraser celle-là, et ma boîte maintenant contient pantoufle. Voilà. On va tester. Voilà, elle contient donc pantoufle. C'est donc ce qui est affiché. Alors, maintenant, on va dire que je ne veux pas juste que dans ma boîte, il y ait des chiffons, je veux aussi y mettre des pantoufles. On va maintenant commencer à faire des opérations sur la variable. Donc, ma boîte, là, ici, je vais dire que c'est égal, du coup, alors on va plutôt faire comme ça, voilà, chiffon et ma boîte. Voilà. Et pardon, chiffon et pantoufle. Donc là, je fais une concaténation entre les deux strings, c'est-à-dire que du coup, ils vont se suivre l'un l'autre. Voilà. Donc hop. Là, il y a marqué chiffon pantoufle. Voilà. Si jamais je veux mettre un espace, ben, je ne sais pas, je le mets ici par exemple. Ça va faire en sorte que deux variables se concatènent.
Mais du coup, donc on est d'accord que ici, cette concaténation-là a écrasé le contenu de la variable ma boîte, et du coup, chiffon a disparu au profit de chiffon concaténé avec pantoufle. Voilà. Maintenant, je vois que chiffon, justement, je l'avais défini avant. Du coup, ce que je peux faire, c'est dire ça. Voilà. Donc, les variables, elles vont toujours être exécutées d'abord à droite. Donc c'est la partie droite là qui s'exécute, qui ensuite donc, est instanciée dans ma boîte. Il y a certains langages, ce n'est pas le cas du Grimport, qui ont quelque chose de très clair pour matérialiser ça, c'est-à-dire qu'ils font ce symbole-là. C'est-à-dire que là, d'abord, ça s'exécute, et ensuite, on le met dans ma boîte. Voilà. Donc, nous, on a comme pour la plupart des langages, hein, ce caractère-là pour du coup dire qu'on vient instancier. Du coup, si je fais ça, hop, alors, je ne vais pas vous l'exécuter à chaque fois, hein, je pense que vous allez me faire confiance sur le résultat. Vous voyez que chiffon est donc concaténé avec pantoufle. Voilà. Donc c'est parce que chiffon c'était la variable d'avant. Je vais pouvoir faire un raccourci de ça, donc en faisant comme ceci. Voilà. Ça, c'est toujours équivalent à ça plus ça. Voilà. C'est un raccourci. C'est plus connu ce raccourci-là pour les nombres. Donc là, par exemple, ici, je vais maintenant passer à un nombre. Donc pour pouvoir mettre un nombre, ben, on va là, cette fois-ci, ne pas utiliser de double cote. Donc la double cote, c'est ça, hein, par opposition à la simple cote qui est ce caractère-là. Voilà. Hop. Donc, je peux aussi définir un string comme ça avec des simples cotes. Ça marche. On verra après quelle est la différence. Bon, maintenant, là, je vais faire les nombres. Hop. Donc, là, dans ma boîte, je vais mettre 8. Voilà. Et ensuite, je vais faire 8 plus 2, ici. Voilà. Donc là, dans ma boîte, il y aura le chiffre 10. Hop. Voilà. C'est 10. Parce que ici, là, j'ai fait une somme. Je peux faire toutes sortes d'opérations. Je peux faire là une soustraction, une multiplication ou une division. Voilà. Là, j'aurai 4 à ce moment-là dans le résultat. Il est possible aussi parfois de mixer les types entre eux. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, je vais faire chaussures. Hop, et dans ma boîte, je vais mettre 8 chaussures à ce moment-là. Voilà. Le 8 va se concaténer et cet ensemble-là va devenir un string. Parce que c'est ce qui est prévu avec l'opérateur plus. Quand il y a un plus entre un nombre et un string, et bien à ce moment-là, c'est prévu dans les règles du Grimport, ça se transforme en un string. Voilà, c'est le string qui domine dans ce cas-là. Les opérateurs plus, on peut parfois les redéfinir, c'est par des choses qui sont compliquées, mais par défaut, donc, ils sont définis d'une certaine manière pour se comporter d'une manière précise avec certaines variables. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire du coup l'opérateur plus ici pour ajouter du coup des choses qui soient intéressantes. Donc là, ici, si d'abord la variable est à 8, et là, je fais plus 2. Donc là, ça va passer à 10. Donc pour mémoire, hein, ça, c'est équivalent à ma boîte plus 2. C'est la même chose. Voilà. Souvent, on va venir rajouter 1. Voilà, on va venir faire comme ça. Il y a un autre raccourci dans le langage pour ça, c'est ça. Voilà. On fait plus plus. Voilà, généralement, on l'écrira plutôt comme ça. Mais les deux fonctionnent. Là, à ce moment-là, on vient rajouter 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle une incrémentation. Voilà, ça fait 9. Voilà. Souvent, c'est quelque chose qu'on va venir mettre dans un bloc de structure, par exemple un for. On verra plus tard dans quelles circonstances est-ce qu'on va l'utiliser. Je vais revenir un petit peu au string. Hop. Donc là, je vais mettre Toto, et là, je vais mettre variable. Alors, les noms de variables, essayez toujours de mettre des choses qui sont pertinentes. Mettez pas une variable qui s'appelle variable. Ça, c'est quelque chose qui est... ça, c'est quelque chose qui est très très moche, là, ce que je viens de faire. Là, je vais plutôt mettre... allez, je vais l'appeler à insérer.
essayez toujours de faire des variables claires, quitte à faire des noms de variables qui sont longs. Il faudrait que dans l'idéal, ça décrive soit le type, soit quel est l'objet de la variable, c'est-à-dire est-ce que c'est un nom de personne, un prix, quelque chose comme ça, voilà. Mais on évite en général de mettre des noms de variables qui sont trop vagues. Donc là, je vais pouvoir insérer cette variable à insérer, là, voilà. Toto, M, voilà. Aujourd'hui, allez, hop, pourquoi pas. Donc là, je suis en train du coup d'insérer cette variable-là dans ce string. Regardez ce que ça va faire. Hop. Ça va le mettre juste dedans. Voilà. Vous voyez que là, il s'est inséré. Donc ça, en fait, c'est équivalent à ceci. Hop. Voilà. En n'oubliant pas les petits espaces. Donc ces espaces-là, ils vont compter parce qu'ils sont dans le string, mais ceux-là, ils ne vont pas compter parce qu'en fait, ils sont dans la syntaxe. Ça ne va pas amener du coup, évidemment, plus d'espace. Donc n'hésitez pas à aérer votre code par rapport à ça. Hein. Ces espaces-là, en fait, ne comptent pas. En fait, je pourrais même faire quelque chose comme ça. Voilà. Ça marche. Voilà. Donc, si à un moment donné, vous avez le besoin de faire ce genre de choses, par exemple, je ne sais pas, vous mettez un if comme ça, et vous faites ma condition, enfin, allez, le coût plus frais de port. Voilà, hop. Je vais faire plutôt comme ça, hop. Plus frais de port, plus coût additionnel, voilà, plus etc. Hein. Plus Toto, allez, on va mettre Toto. Hop. Et voilà, et là ensuite je refermerai mon if et ensuite je continuerai. Ça c'est des choses qui fonctionnent et qui permettent du coup un petit peu d'aérer le code. Voilà. Je vais pouvoir aussi mettre ici des sauts de ligne. Voilà. Donc si par exemple je fais quelque chose comme ça, ça va me mettre un saut de ligne. Hop. Donc il y a plusieurs caractères spéciaux qui, vous voyez là, hop, le saut de ligne il est là. Il y a plusieurs caractères spéciaux comme ça. Ça, donc c'est le saut de ligne. Ça, c'est une tabulation. Donc le T là, c'est plus un T, hein. C'est ça qui va être interprété parce que ça vient dire en quelque sorte le caractère d'après est un caractère d'un type différent. Donc là, c'est comme c'est un T pour tabulation, ça va être tabulation. Voilà. Si je fais ça, c'est tabulation T et puis après aujourd'hui. Vous avez ça aussi qui est le retour chariot, bon, qui est moins utilisé. Alors, parfois on va vouloir mettre des dollars dans l'expression et justement on va vouloir faire en sorte que ça ne soit pas échappé. Parce que, alors je peux faire comme ça pour échapper le dollar et pour dire que ça c'est un dollar qui n'a pas été interprété. Ça c'est ce qu'on appelle le caractère d'échappement. Voilà, qui permet de faire diverses choses. Donc là, par exemple, si j'ai exécuté ça, ça veut dire que je neutralise l'effet spécial du dollar. Voilà. Et là, vous voyez que là, on marque à insérer. De la même manière, je peux ici, du coup, si je fais ça, en fait, là, le A va être interprété comme quelque chose de spécial. C'est censé ne pas marcher parce que A, du coup, ça n'a pas de rapport avec le tab. Donc là, normalement, ça met juste A parce qu'un A échappé, ça fait un A. Voilà. Bon, en fait, non, ça fait une erreur parce que ce caractère-là, donc ça n'existe pas. Voilà. Du coup, si je veux mettre un slash comme ça, je vais devoir échapper ce slash. Donc ça, c'est équivalent à un seul slash. Voilà. Parce que le slash ayant une fonction spéciale, cette fonction spéciale est neutralisée par du coup le slash qui est devant. Des bêtises, ce ne sont pas des slash, ce sont des anti-slash, pardon. Et du coup, ça, si j'écris ça, c'est anti-slash n. Voilà. C'est pas un saut de ligne, ça. Plutôt que d'avoir à faire des choses comme ça, voilà,
je peux utiliser du coup des simples cotes. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez que l'apostrophe, qui est en fait une simple cote, eh bien, là, elle va du coup terminer cette chaîne de caractères là. Voilà. Mais c'est pas ce que je veux moi. Du coup, je vais faire ici un échappement de celle-là pour dire que bah non, c'est pas un délimiteur de variable, c'est vraiment le caractère simple cote. Voilà. Et là, je vais vous mettre un petit n pour voir le résultat. Hop. Et là, vous allez voir que même si là, on a un dollar, ce dollar-là ne va pas être interprété. Par contre, ici, le n, lui, il est interprété. Ça, c'est une des propriétés des simples cotes. En fait, ça vous permet de mettre plus simplement des dollars. Voilà. Je vais pouvoir aussi faire des multilignes en utilisant du coup les triples cotes. Donc voilà. Tata, on va dire écrit un texte. Voilà. Et ici, du coup, je vais mettre allez, les simples cotes. Donc là, je vais mettre le insérer comme ça. Voilà. Et ici, ensuite, je vais écrire, hop, je vais mettre donc des triples cotes. Et je vais écrire là, aujourd'hui. Et demain. Voilà. Donc, ça ici, ça va compter comme un texte avec des sauts de ligne. Bon, ça c'est un texte normal avec concaténation. Et ici, là, ça aussi... alors attendez, ouais. Ce que je voulais faire, c'était plutôt ça. Voilà, je mets des triples cotes ici. Voilà. Donc là, à chaque fois que je vais mettre des triples cotes ou des triples doubles cotes, je peux faire des textes avec saut de ligne, quoi. Dans un texte comme ça, du coup, je pourrais insérer des variables avec le dollar. Dans le texte qui est en dessous, je ne pourrais pas. On va tester. Hop. Voilà. Vous voyez que du coup, là, j'en avais mis un en trop, non? Ouais, là, en fait, ici, vous voyez, il y en a un en plus. Donc, l'avantage de ça, c'est que justement, ici, vous voyez, là, l'échappement, en fait, il n'est pas nécessaire, par exemple. Et c'est un peu l'avantage de ce genre de choses. Là, en fait, je peux me passer de l'échappement, puisque le délimiteur, ce n'est plus une cote, mais une triple cote. Voilà. Donc ça marcherait. Et là, vous voyez, bon, j'avais inséré du coup une cote simple comme ça. Là, c'est pareil, je peux insérer cette cote. Ça reste un texte. Voilà. Donc parfois, on fait des choses comme ça carrément, parce que c'est plus pratique à écrire. Si on ne veut pas tout le temps échapper nos doubles cotes, on peut tout simplement utiliser comme délimiteur une triple cote. Voilà. Mais à la base, ça sert pour faire du coup du multiligne. Ah, il y a un opérateur dont je n'ai pas parlé. Hop. Donc, ma boîte, je vais faire, donc si je fais 9 divisé par 2, bah, là, ça va me faire du coup du 4,5. Voilà. Donc là, on passe du coup à des nombres flottants. Donc, ma boîte, ça, c'est équivalent à ça. Voilà. Les virgules, ce sont des points. La virgule, ce n'est pas un point. D'accord ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire l'élément 4 et l'élément 5. Voilà. Ça va être utilisé pour les listes. C'est le délimiteur, ça des éléments. Ce n'est pas considéré comme une virgule. La virgule, c'est le point. Oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, là, on est d'accord que c'est du coup un résultat qui n'est pas entier. Et du coup, vous avez cet opérateur-là, voilà, bon, dont je vous laisse regarder peut-être la documentation pour plus d'informations, qui est l'opérateur qui vient dire que du coup on fait un modulo, c'est-à-dire c'est le reste de la division. Ça peut parfois être utile. Par exemple, si je vais faire un if, voilà, typiquement on va l'utiliser comme ça. Bon, alors là on va un peu anticiper sur la vidéo d'après. Mais là, je vais faire un for de, je sais pas, de i de 0 à 10.
Là, je mets le plus pour dire que j'incrémente à chaque fois. Bon, on verra après à quoi ça correspond. Et là, je vais faire une condition si i et voilà, par rapport à 5 est égal à 0. Donc, si, et là, je vais mettre, je sais pas, une action, enfin une fonction, allez, je mets la fonction tous les 5. Voilà. Donc, cette fonction tous les 5, elle va être lancée quand i sera à 0, quand i sera à 5 et quand i sera à 10. Pourquoi? Parce qu'il faut que les nombres ils soient divisibles par 5. C'est-à-dire que 0 c'est divisible par 5, ça a un reste du coup là qui est de 0. Du coup, la condition du if, elle va être satisfaite et on va pouvoir du coup lancer cette fonction. 5 c'est divisible par 5 et 10 aussi. Donc, mais tous les autres nombres ne le sont pas. Du coup, là, le reste de la division ne serait pas nul. On utilise ça pour faire une condition qui évolue comme ça par palier. Voilà. On verra les for et les if dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va voir un petit peu les booléens. Alors, hop. Donc, les booléens, c'est true et false. Alors, on va pas faire comme ça. Donc, true, false. Ça veut dire vrai, ça veut dire faux. Voilà. Les booléens, on va les utiliser beaucoup dans les if pour dire si une condition est vraie ou fausse. Alors, il est possible du coup de manipuler ces booléens dans des variables, bien entendu. Par exemple, ici, je vais mettre et un garçon. Hop. Donc là, c'est true. Et là, je vais dire habite Paris. Voilà. Donc là, j'ai défini deux propriétés qui, on va dire, sont caractéristiques d'un individu. Cet individu, c'est un garçon, parce que là, c'est à true, et il n'habite pas à Paris. Voilà. Et donc, je vais pouvoir ensuite faire des combinaisons de ça pour pouvoir vérifier si les deux sont à la fois vrais. Donc, à ce moment-là, je vais faire est un garçon et habite à Paris. Voilà. Donc, ça va devenir aussi un booléen, cet ensemble-là. Et du coup, pour ça, il faut que du coup, ces deux conditions-là soient à vrai, parce que là, j'ai un et. Donc, c'est-à-dire que pour que ça, ce soit un et, enfin, pardon, pour que ça, ce soit true, il faut que ça, ce soit true et que ça, ce soit true. Donc là, on va tester, mais là, ce n'est pas le cas, parce que là, les deux conditions ne sont pas en même temps réunies. Voilà. Donc je vois que là, ça va être false. C'est normal. Ici, là, on n'est pas dans ce cas. Je peux inverser ici le comportement de ce booléen-là avec un point d'exclamation. Donc là, ça va faire, c'est l'équivalent de non, la variable. Donc non false, ça fait true. Voilà. Donc là, je fais un true et true. Voilà. Parce que ça, c'est false, mais ça, c'est true. Voilà. Donc là, je fais un et sur un true et un true. Donc là, normalement, ça devrait être true. Voilà. L'inverse du coup du et, c'est le ou. Voilà. Du coup, là, je suis en train de dire que cette variable-là doit être vraie ou celle-là. Voilà. Donc si une des deux est vraie, c'est qu'on est bon. Donc là, c'est le cas parce que est un garçon est à true. Du coup, là, l'ensemble, l'expression, elle sera à true. Voilà. Mais si ici, du coup, est un garçon est à false, bah, ça nous fait false. Voilà. On va rester plus ou moins sur les booléens et on va commencer à avoir un petit peu des expressions pour pouvoir les manipuler. Donc là, par exemple, ici, j'ai envie de dire hop, que je vais lui donner un prénom à ce monsieur. Hop. Je vais lui donner un prénom et je vais dire que si c'est un garçon, je veux qu'il s'appelle Philippe. Si c'est une fille, je veux qu'il s'appelle Melinda. Voilà. Je vais pour ça utiliser un opérateur qu'on appelle un opérateur ternaire qui est sous cette forme-là.
Là, ici, je mets ma condition. Voilà, je mets un point d'interrogation. Et je mets la valeur si vrai. Et ensuite, je mets là, ici, un double point. Et là, je mets la valeur si faux. Voilà. Donc, si là, ma condition, elle est à true, ça, cette expression-là sera égale à valeur si vrai. Sinon, cette expression-là sera égale à valeur si faux. Donc, on va voir un exemple. Donc, si c'est un garçon, du coup, la condition c'est est un garçon, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Ben, on a dit qu'il s'appelait Philippe. Voilà. Et là, si c'est faux, ben, il s'appelle Mélinda. Enfin, elle s'appelle Mélinda. Voilà. Donc, on va voir quel résultat est-ce que ça va donner. Normalement, là, il est censé s'appeler Philippe. Oui, je l'ai passé à false, pardon. Excusez-moi, je l'ai passé à false. Du coup, c'est normal que ce soit Mélinda. Voilà. Par contre, si est un garçon, je le repasse à true. Là, mon prénom, ce sera Philippe. Voilà. Parfois, je vais pouvoir aussi utiliser des conditions qui vont pas forcément être des booléens, mais qui vont ressembler. Donc là, par exemple, je vais mettre prénom choisi. Prénom déjà choisi, on va le mettre. Hop. Et je vais mettre Philippe. Allez, hop. Oups. Voilà. Et je vais dire que là, si jamais le prénom il est déjà choisi, alors je vais utiliser le prénom déjà choisi. Sinon, je vais l'appeler Auguste. Voilà. Donc là, vous voyez que ce n'est pas un booléen, mais c'est une chaîne de caractères qui va exister. Voilà. Donc ça va être quand même interprété en Grimport comme étant, comme là on est dans le contexte d'une condition qui est analysée, donc là on recherche à dire si un booléen est true ou false, bah, là, étant donné qu'il y a une valeur, eh bien, le Grimport il vient dire que c'est positif. C'est-à-dire que là, c'est équivalent à une variable true, parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc là, si je lance ce code-là, ça va me mettre que prénom, c'est égal à Philippe. Voilà. Mais par contre, s'il n'y a pas de prénom choisi, on va dire que cette variable, elle est ici vide, et bien alors à ce moment-là, prénom, ce sera Auguste. Parce que là, quand il va analyser la variable, il va voir qu'elle est vide. Du coup, c'est mauvais quand c'est vide, c'est false. Et du coup, c'est l'autre condition-là ici qui va venir l'emporter. Voilà. Également, donc, il y a plusieurs valeurs comme ça qui sont interprétées comme du false. Vous avez la chaîne de caractères vide, le nombre 0 et aussi le nul. On n'a pas trop parlé des nuls d'ailleurs. Donc nul, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire que là, il n'y a pas de prénom choisi. Voilà. Et du coup, là, il va du coup mettre Auguste parce que ça, du coup, c'est false. Nul, c'est pas la même chose hein, que chaîne de caractères vide. Nul, en fait, ça sert à dire que la variable n'a justement pas encore été mise en place. Parce que là, j'instancie quelque chose dans la variable. J'instancie une chaîne de caractères qui est vide. Mais si jamais elle était à nul, eh bien là, ça voudrait dire que je n'ai jamais rien instancié dessus. C'est-à-dire que la case mémoire, il n'y a rien qui est dedans. Voilà. C'est la différence entre mettre une chaîne de caractères vide et ne rien mettre dans la variable. Voilà. Vous verrez que nul, ça a un comportement aussi qui est un petit peu différent du coup en Grimport. Contrairement à beaucoup de langages, là, dans console, donc, vous avez vu qu'il y a d'autres paramètres qui existent. Là, ici, je vais pouvoir mettre nul à ce paramètre-là. Et si je fais ça, ça veut dire que ce paramètre, eh bien, il doit prendre la valeur par défaut. Du coup, là, ce sera false parce que c'est sa valeur par défaut. Voilà. Le Grimport fonctionne comme ça. Étant donné que c'est un langage fonctionnel, parfois, on a besoin du coup de mettre des choses dans des arguments qu'on ne souhaite pas renseigner, en fait. Et parce qu'on a besoin de mettre quelque chose à l'argument d'après. Là, par exemple, on va dire que je vais vouloir afficher l'identifiant du trid. Du coup, ici, je vais venir mettre true. Mais là, dans la variable du milieu, eh ben, je souhaite qu'il n'y ait rien du tout. Alors ça, ce n'est pas une syntaxe qui est valide. Voilà, ça ne veut rien dire.
Ah, du coup, à la place, je vais mettre nul. Et vous allez voir que si je lance ça, normalement, ça devrait, vous voyez là, afficher du coup le numéro du trade. Et du coup, là, on a Auguste. Voilà. Et ça va souvent être le cas parce qu'en fait, en web mining, on a besoin d'une variable qui vient nous dire quand est-ce qu'il faut prendre quelque chose par défaut ou bien quand est-ce qu'il ne faut pas toucher pas toucher à une variable. Donc, par exemple, si sur un produit, je mets le prix du produit à nul, ça ne veut pas dire qu'on vient le mettre à zéro ou qu'on vient l'effacer, ça veut dire qu'on vient ne pas y toucher. Voilà. On ne toucherait pas à ce moment-là au prix du produit et si le prix du produit est à nul, ben on laisse la valeur qu'il y avait antérieurement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre le nul du coup en Grimport. Là, vous voyez que cette variable-là, elle revient ici. Et ça sera souvent le cas. Parce que ça, c'est des choses qu'on aime bien dire. On aime bien dire, voilà, si le prénom, il existe, alors à ce moment-là, je vais utiliser le prénom qui a déjà été choisi, sinon, je vais mettre une valeur par défaut. Et du coup, il y a un raccourci pour ça qui s'appelle l'opérateur Elvis. Donc, c'est pas très utilisé, mais je vous le dis quand même. Ça, ici, c'est équivalent à ça. C'est-à-dire, c'est équivalent au fait que dans la valeur civrée, il y a la même chose que dans la condition. Voilà. Ça, c'est un petit raccourci. On va voir maintenant donc, tout ce qui est les listes. Là, dans nos variables, on n'a toujours défini qu'un seul élément. Mais parfois, on va venir définir plusieurs éléments. Et donc pour ça, on va utiliser les listes. Donc là, ici, je vais faire une liste de fruits. Allez, hop, je vais mettre une banane. Et je vais mettre ici une orange. Hop, et on va mettre un kiwi. Allez, hop. Donc là, ici, j'ai créé donc une liste ordonnée de 3 éléments avec le premier élément qui est banane, le deuxième qui est orange et le troisième qui est donc kiwi. Alors, je ne suis pas forcément très bien exprimé parce qu'en fait, ça, ce n'est pas techniquement le premier élément, c'est le zéroième. Voilà. C'est-à-dire c'est l'élément 0. C'est comme ça, dans la plupart des langages informatiques, et c'est le cas aussi du Grimport, le premier élément, c'est l'élément 0. Ça, il faut faire attention, parce que du coup, ça, c'est une liste de taille 3, et qui a donc un élément 0, un élément 1, un élément 2. Voilà. Si je veux prendre cet élément, hop, si je fais ici, du coup, donc, je vais utiliser la fonction get pour pouvoir prendre un élément qui a une certaine position. Donc là, ici, la liste, je vais prendre l'élément 1. Normalement, on devrait tomber du coup sur orange, parce que c'est cet élément-là qui est du coup l'index 1. Voilà. Vous voyez que c'est orange. Et ici, si j'avais mis du coup 0, je serais tombé sur banane. Voilà. Si jamais je veux ajouter des éléments à cette liste-là, alors je vais afficher la liste, donc on la voit après. Hop. Je vais devoir utiliser la fonction add. Les listes, il y a une petite particularité, vous allez devoir utiliser des pointeurs avec. Parce que ce sont des éléments justement qui héritent du Java et donc ce sont les seuls éléments avec lesquels en Grimport on utilise des pointeurs. Donc là, ici, je vais du coup ajouter un élément et je vais ajouter une poire. Voilà. J'affiche du coup toute la liste et vous allez voir que la poire va s'ajouter du coup à la fin de ma liste. Vous voyez là, il y a une poire qui s'est ajoutée. Je peux aussi en supprimer. Hop. Je vais faire un remove et je vais enlever, allez, l'orange. Hop. Voilà. Et là, du coup, j'aurai ma poire et j'aurai plus du coup mon orange. Voilà. Dans le même esprit, il y a un autre type de liste entre guillemets qui existe, mais qui n'est pas une liste, qui s'appelle une map. C'est-à-dire, c'est un tableau associatif, une map. Donc, les maps, elles vont venir associer en fait des clés et des valeurs. Alors, on va d'ailleurs un petit peu aérer tout ça. Je vais mettre là une entrée par ligne. Hop. Voilà. Voilà. Et du coup, là, je vais dire que les bananes, j'en ai 8 dans ma poche, que des oranges, j'en ai 2, et que des kiwis, j'en ai 5. Voilà.
5, pardon. Vous voyez que j'ai des poches qui sont bien larges. Et maintenant, du coup, je veux savoir, par exemple, combien j'ai de bananes. Bah, du coup, je vais utiliser ce système clé-valeur pour interroger la... pardon, combien j'ai de bananes, allez. Je vais utiliser ce système clé-valeur pour interroger, du coup, la clé banane, parce que ça, ce sont des clés, et ça, ce sont les valeurs. Et je peux à ce moment-là, plutôt que de faire l'index 0, parce que ça correspond du coup à l'index 0, je peux faire du coup l'index banane. Voilà, j'ai donné en quelque sorte un nom à mon index. Voilà. Donc cette liste-là, hop, voilà, j'affiche du coup l'entrée banane. Et ça me dit que j'en ai 8. Voilà. Ah oui, j'ai 8 bananes. Si j'avais mis ici 0, parce que ça fonctionne aussi, il continue d'y avoir le système des index, et bien à ce moment-là, vous voyez que voilà, j'aurais aussi affiché 8 bananes. Voilà, donc les deux sont équivalents, mais avec un système clé-valeur, on va plutôt venir utiliser du coup ici les clés. Je peux aussi faire aller en sens inverse, c'est-à-dire ici mettre 1, moins 1, pour dire qu'à ce moment-là, je pars dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, l'élément moins 1, c'est kiwi. Voilà. Ça marche aussi. Et le moins 2, c'est orange. Mais là, à ce moment-là, avec les moins, on part du coup de la fin. Alors, on a fini avec les listes. Je vais du coup voir avec vous un petit peu maintenant les fonctions. Alors, vous avez déjà vu un petit peu les fonctions. Donc là, on en a vu deux, get et console, qui donc ont des arguments. Donc ici, les arguments de console, ben, c'était message, without line break et puis display thread. Et là, get, vous voyez que c'était la map, la liste ou le tableau. Et ensuite, en second argument, l'index. Voilà. Donc, si j'ai besoin d'ailleurs de voir cette documentation de façon plus claire, je peux ici sélectionner ma fonction et ici cliquer sur ce bouton pour voir du coup la documentation de la fonction. Et hop, et vous voyez que là du coup, ça va venir m'afficher du coup la documentation du coup sur le site du coup du Grimport. Voilà. Et si jamais je clique là juste comme ça, hop, là, à ce moment-là, du coup, j'ai accès à toutes les fonctions du Grimport. Voilà. Je peux en rechercher si j'ai un besoin. Par exemple, on va dire que j'ai un besoin de faire un sale. Voilà. Et donc, je peux taper les premières lettres. Et à ce moment-là, donc, je trouve une fonction qui retourne le nombre le plus important. Donc là, par exemple, si je fais 1,2, ça va me faire 2. C'est l'entier supérieur, pardon. Et vous voyez que je peux aussi faire des recherches avec ça. Hop. Alors là, il faudrait que je fasse une recherche globale. Et là, je peux chercher du coup dans les champs comme les arguments, la description pour voir s'il n'y a pas une fonction du coup qui correspondrait à ce que je veux. Et ces fonctions sont également du coup ici catégorisées. Voilà. Et en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez comme ça vous y retrouver. Voilà. Ces fonctions-là, du coup, le Grimport va vous donner toute une librairie de fonctions qui sont déjà préétablies, mais je peux aussi créer mes propres fonctions. Donc là, par exemple, je vais en créer une. Alors pour ça, du coup, il y a plusieurs manières de faire. Là, je vais utiliser donc, le mot-clé def, qui sert souvent alors qu'il y a plusieurs fonctions. Donc, là, c'est souvent utilisé pour définir une fonction. Je vais l'appeler ma fonction, et je vais mettre des arguments. Argument 1, argument 2, voilà. Et par exemple, là, je vais écrire, hop, console, hop, je suis dans ma fonction, et je montre l'argument 2. Et je vais mettre un double point, et là, hop, je vais concaténer du coup avec l'argument 2. Hop, voilà. Donc, si jamais je lance ça, ça ne va rien faire. Voilà. Cette fonction-là ne va rien m'afficher. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Eh bien, en fait, c'est dû au fait que cette fonction, il va falloir aussi que je l'appelle. Voilà. C'est-à-dire, ici, je vais appeler cette fonction. Je vais dire qu'il faut que ça s'exécute. Et donc, pour ça, je vais mettre ici Toto et là, Titi. J'ai fait un peu n'importe quoi. Hop. Voilà.
Et du coup, là, qu'est-ce qu'il va afficher? Ben là, cette fois-ci, il va afficher Titi, parce que Titi, c'est l'argument 2. Vous voyez? Voilà. Et donc ça, en fait, donc les codes qui sont dans les fonctions, en fait, ils ne sont pas exécutés. Voilà. Et ça, c'est un code, on dit, voilà, il est dans cette fonction, mais en fait, on ne l'exécute pas avant de l'avoir appelé. Donc là, ma fonction, ça va servir à ça. Là, ça va servir du coup à appeler cette fonction. C'est pour ça que là, pour différencier les deux, là, vous voyez qu'on ne met pas de def. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin du coup de ce mot-clé ici. Également, il y a la notion de variable globale et locale. Donc là, argument 2, si je fais ça, hop, je vais pouvoir du coup, alors hop, je vais afficher argument 1 plutôt. Hop. Si je fais ça, ben, ça va marcher parce que l'argument 1 qui est ici, qui est défini dans la fonction, non, c'est vrai, excusez-moi, par défaut en fait ces arguments du coup sont pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, les arguments qui sont dans les fonctions sont par défaut des arguments, des variables locales, voilà. Je peux même le repréciser ici en mettant un def, parce que en fait quand je viens créer du coup une variable, donc ici, par exemple, je vais reprendre la variable ma boîte. Je vais mettre, je sais pas, le chiffre 5 dedans. Par défaut, en Grimport, elle est globale. C'est-à-dire que je peux l'appeler, du coup, dans les fonctions. Parce que la portée d'une variable globale, ben, c'est partout. Donc, hop. Et la variable globale. Hop. Ma boîte. Hop. Donc ça va passer. Ça va fonctionner. Alors l'arg 1, là par contre, il ne va pas fonctionner. Hein. Là, vous voyez, je suis dans ma fonction hop, et là, et la variable globale, ma boîte, c'est 5. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il est arrivé à lire, du coup, ma boîte, parce que ma boîte, c'est une variable globale, et que du coup, elle est visible à l'intérieur de la fonction. Par contre, argument 1, là, vous voyez que ça a fait une erreur parce que cet argument, dans ce contexte-là, dans cette portée, n'existe pas. Argument 1, il ne va exister que dans la fonction. Donc là, comme on est sorti de la fonction, comme on est après du coup l'appel de la fonction, et que ce n'est pas à l'intérieur de la fonction, bah, du coup, on ne va pas voir cette portée. Par contre, ici, si je mets un def devant, eh bien ça n'est plus alors une variable globale, c'est une variable locale. Du coup, elle n'est plus visible du coup dans la fonction. Voilà. Et là, on va le tester. Vous voyez que là, il met une erreur. Là, il dit, là, le programme a craché du coup, parce qu'il dit que ici, cette variable-là, du coup, n'existe pas. Voilà. Les fonctions qui sont ici, donc ce sont toujours des fonctions qui ont une portée en elles-mêmes qui est locale. Bon, dans le script, ça n'a pas forcément une grande importance, mais parfois, si vous avez besoin de manipuler vos fonctions pour les transmettre, par exemple, d'un script initial à un script for page, bah, va falloir du coup prendre la fonction en tant que variable et la transmettre du coup au script for page. Donc, par exemple, si cette fonction-là, j'en ai besoin du coup dans le script for page, bah, je ne peux pas ici du coup faire, je ne sais pas, tutu et allez, titi comme ça. Hop. Ça ne va pas marcher parce que ma fonction là, elle n'existe pas. Alors comment est-ce que je peux faire pour amener cette fonction dans un autre script? Eh bien, je vais faire ce qu'on appelle des super globales, c'est-à-dire des variables qui vont se balader entre plusieurs scripts. Et donc, à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir écrire ma fonction comme ça. Alors, il y a plusieurs manières de déclarer une fonction. Là, vous en avez vu une, mais cette fonction, je vais aussi pouvoir la variabiliser. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser la syntaxe des closures. Voilà. Qui ne sont pas tout à fait la même chose que des fonctions, parce que les closures, ce sont en fait des fonctions, mais qu'on peut mettre dans des variables. Voilà. Donc, je vais faire comme ceci à ce moment-là. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est le système des accolades. Et ici, je fais un égal et je vais définir du coup une fonction qui va avoir du coup deux arguments avec ici ces deux caractères-là.
Et là, je viens de dire en fait que là, ici, je positionne mes arguments, que là, c'est l'intérieur de la fonction. Donc ça va marcher ici. C'est-à-dire que là, la fonction, du coup, elle est toujours opérationnelle. Voilà. Oui, parce que ma boîte elle est toujours locale, excusez-moi. Hein. Hop. Ça, la boîte, du coup, on va l'enlever. Hop. Voilà. Donc l'argument là, il va fonctionner. Et maintenant, voilà. Donc là, je vais répondre maintenant à la question comment je vais faire pour du coup prendre ma fonction et la rendre disponible pour forPage. Et bien pour ça, j'utilise la fonction setGlobal. Voilà. Et je vais venir du coup ici mettre là ici du coup je dois mettre dans le premier argument le nom de la variable que je veux rendre super globale. Et cette variable c'est ma fonction qui il se trouve, cette variable contient une fonction. Voilà. Et du coup comme elle va être super globale, elle sera du coup disponible pour le script forPage et aussi pour le script final. Voilà. Très bien, et merci de votre attention à cette vidéo. Si jamais vous voulez approfondir les connaissances sur les variables, n'hésitez pas à aller sur la documentation qui est en ligne sur le site idiatech.com. Dans Apprendre le grimport, vous avez tous ces détails qui vous seront écrits.